Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du vendredi 30 septembre 2022. On se retrouve donc avec un BTC et un ETH qui sont plutôt à l'équilibre en ce moment, mais il me tenait à cœur d'introduire cette émission aujourd'hui sur Ether, puisque sur les dernières 72 heures, alors que le réseau est au plus bas en termes d'activité, nous sommes déjà arrivés à une parité entre les Ethers qui sont émis et les Ethers qui sont burnés. Donc il suffira de toute évidence d'avoir une activité un peu plus forte lorsque le marché crypto, je l'espère, un jour ou l'autre finira par repartir, par tout simplement avoir un nombre d'Ethers qui vont être burn au-delà, bien évidemment, de ceux qui sont créés, voire par la suite ce qu'on appelle déflationniste, c'est-à-dire qu'on va avoir au travers du temps moins d'Ethers en circulation que ce qu'il en sera créé, on continuera d'en brûler plus. Donc on a les différents protocoles ici qui sont les principaux burners, et on voit que ça se passe du côté de Uniswap V3 et de OpenSea qui sur les dernières 24 heures ont burné 124 et 167 Ethereum respectivement. Donc on est sur un ratio en ce moment de 1.02. Il était passé à 1.00 sur les 3 derniers jours. Donc voilà, je pense que c'est une information aussi à prendre en considération par rapport à ce qui pourrait advenir plus tard sur Ether. Et comme je vous le disais à l'instant, donc on a un BTC à 19 471 ce matin, 8 heures que j'enregistre l'émission, Ether à 1330. Au niveau des trends sur 24 heures, on a XRP qui pousse plus 11%, 8,52 du côté du Leo Token, OKB plus 4%. On a 7% pour le Stellar, 5% pour Quant qui continue dans le vert intégralement, que ça soit en hebdo 26% ou en mensuel plus 40%. Donc clairement en ce moment on a une belle trend pour Quant qui est à la 28e place. Et enfin jusqu'en bas de ce top 50 on peut observer plus 3,66 pour Elrond, 48 $, plutôt stable en ce moment, et moins 2% pour Bitcoin SV, le reste étant complètement à l'équilibre. Le range en 4 heures, donc toujours pas de résolution, on est sur la borne basse, ça continue de faire des micro-pumps, micro-dumps d'une demi-journée sur l'autre, mais on peut constater ici qu'on n'a strictement plus aucune liquidation. Donc on est dans cette attente, je pense, d'un mouvement impulsif sur ce mois d'octobre, pourquoi pas. Après un range, ça peut littéralement prendre des semaines, voire des mois. Je pense pas qu'on reste autant cloisonné que ça, vu que la volatilité est revenue à un stade voilà, super nominal, qu'on a les open interest de fin de mois et de fin de trimestre qui sont en train d'être clôturés sur ce vendredi pour les options et pour les futurs. On va partir sur une nouvelle page qui s'écrit un dernier trimestre 2022 et j'en attends effectivement beaucoup. Peu importe dans quel sens ça partira, on aura enfin peut-être notre dernier point bas ou bien, eh bien on pourra dire que effectivement sous les 18 000 $ était définitivement le point bas de 2022. Ça peut tout aussi bien tenir, mais le marché crypto nous a habitués sur les fins d'année ou voilà, en général surtout sur fin décembre à ne pas nous laisser si tranquille que ça. Donc je pose une option toujours optimiste, bien évidemment, vous connaissez le laïus de la chaîne, mais il faut savoir se montrer quand même assez prudent. C'est pour ça que je ne le répéterai que trop peu souvent, le DCA au travers du temps pour ma part, c'est une solution qui peut être intéressante effectivement. Le crypto Fear and Greed toujours dans l'extrême peur autour de 20, les ordres de marché ce matin 8 heures qui serait plutôt en recherche de vente. On remonte le fil Twitter dans l'ordre, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien, avec Ethereum qui a lancé donc la possibilité de claim les portals. Pour ceux qui ne connaissent pas Ethereum, c'est un projet qui est basé tout simplement sur l'identité numérique et c'est sur le réseau Elrond justement. On a la revue DeFi numéro 5 qui est proposée par Marc en date d'hier avec un petit tutoriel sur la seconde partie. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. On a le DXY, le dollar qui est peut-être enfin en train de topé. On verra ça dans un instant, on attaquera l'analyse technique donc sur le dollar. Et historiquement, comme le mettait ici en avant, que j'écorche pas son nom, Trader Alan, on a effectivement une causalité où à partir du moment où le dollar est en train de toper et qu'il va retracer tôt ou tard, ou se mettre lui-même dans un grand range, et ensuite une accélération du côté des assets à risque comme les cryptos. Là aussi, ça n'est pas une grande découverte. Vous vous doutez bien qu'à partir du moment où le dollar va arrêter de nous faire sa phase parabolique, on va avoir de l'argent qui va revenir littéralement dans les actions et dans les crypto-actifs qui sont considérés encore à ce jour comme des assets à risque. Donc globalement,
c'est vrai qu'on peut se dire que lorsqu'on va avoir la phase d'aplat, voire de crack sur le dollar, on aura cet argent qui va revenir sur les marchés qui nous intéressent un peu plus que le dollar en lui-même. Coins.fr, Circle étendra prochainement le support de son stablecoin à 5 nouvelles blockchains. L'émetteur de l'USDC annonce aussi le lancement d'un protocole de transfert interchain. Donc on parle notamment de Polkadot, de Atom Cosmos, de NIR, mais aussi les Layer 2 de type Optimism et Arbitrum dont on a parlé là aussi régulièrement sur la chaîne. Donc de très bonnes nouvelles pour petit à petit faire des ponts entre les blockchains. En ce moment, c'est le laïus pour 2023 et 2024, je pense, l'interopérabilité, Axelar, dont on parlait ces derniers jours, Atom Cosmos qui le fait très bien aussi, Polkadot et bien d'autres. Donc globalement, on ne sait pas s'il va y avoir un super gagnant dans les 2-3 prochaines années, mais voilà, pour celui qui veut s'intéresser à ce domaine en particulier, vous avez tous les grands noms qui sont cités ici. J'ai pas recité NIR non plus, mais c'est un très bon aussi. Donc il va falloir être assez efficace pour sélectionner ces candidats. Après, comme d'habitude, une personne qui se dit je sais pas lequel sera le grand gagnant, peut-être qu'à ce jour Atom Cosmos est un peu plus avancé que les autres et un peu plus choisi par le momentum et les acteurs du marché en ce moment. Après, à vous de voir comment vous voulez vous répartir. On n'est pas à l'abri d'une surprise, comme vous vous en doutez bien. Comme le mettait ici Dylan Leclerc en avant, et j'ai trouvé ça vraiment plutôt pas mal amené, en ce moment, pourquoi les institutions iraient se casser la tête ou le portefeuille à acheter du Bitcoin sur le spot, c'est-à-dire à 19 400 ce matin, pendant qu'ils ont du GBTC à moins 35%, ce qui ramène le prix d'un Bitcoin chez Grayscale en ce moment, sur les shares qu'ils partagent en GBTC à leurs clients institutionnels, à 12 500 $. Oui, vous ne rêvez pas, un GBTC qui est bien moins liquide et bien plus complexe à acheter, c'est pas nous avec nos 5 000 ou 10 000 $ de pleb qui allons acheter du GBTC, vous vous en doutez bien, mais ils ont un discount pour ceux qui en ce moment spéculent là-bas de moins 35% sur le prix courant. Donc globalement, tant qu'il y aura ce discount, alors qu'on était très largement en positif pendant le bull run, ils étaient prêts là-bas à l'acheter plus 20, plus 30% plus cher que le spot. C'était complètement incompréhensible, mais je pense que c'était pile poil au moment où il y a eu l'effet Elon Musk avec toutes les annonces. Voilà, là maintenant on a l'inverse miroir et globalement vous allez me dire mais si un jour Grayscale se casse la gueule, enfin s'il se passe un truc un peu sombre de leur côté, je pense que tout simplement les personnes qui achètent du BTC à 12 500 chez Grayscale avec le GBTC qui est littéralement dans les choux en ce moment, c'est tout simplement pour l'hypothétique, on va dire, décision de la SEC, donc la SEC en anglais qui est le gendarme de la bourse américaine, d'approuver un ETF spot qui serait converti immédiatement au niveau du GBTC, ce qui permettrait, je pense, de immédiatement rembourser le delta, le discount des 35% pour revenir coller au cours du spot. Donc imaginez bien que ceux qui en ce moment sont en train de continuer d'y croire, en tout cas du côté des States, voilà, ça peut être un très bon move ensuite d'avoir un 35% offert sur un plateau, peu importe là où ira le prix du BTC ensuite. C'est pour ça aussi que, eh bien, je pense qu'au niveau des institutions, ils préfèrent se couvrir, que ça soit sur les options ou sur les futurs, plutôt que de en ce moment aller acheter comme ça directement au spot. Après, peut-être qu'il nous échappe certaines autres dimensions, mais j'essaie de vous retranscrire ce qu'on a nous en termes d'informations tangibles qui en ressort. Le staking annoncé, très bonne nouvelle pour Chainlink, donc ça sera à compter du mois de décembre, début décembre. Ça a donné un bon petit coup de fouet à Chainlink après un point bas autour de 5,50 $ si je dis pas de bêtises, mi-juin. On est autour de 8 $ actuellement, légèrement en retrait ces dernières 24 heures. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va permettre aux gens de s'y réintéresser un peu, d'avoir un rendement annualisé. On est sur un token de nouveau qui consomme quasiment peanuts d'un point de vue, on va dire, green, puisque c'est quand même une dimension, je pense, pour l'avenir à prendre en considération. Donc il coche toutes les cases, on verra ce qu'il en sera. Au dernier bull run, il a moins performé que les autres. Je pense qu'il en sera tout autant au prochain bull run, mais il nous fera ces petits X, x2, x3, x5, que sais-je. Ça se prend toujours, bien évidemment, sur des tokens et des dossiers qui sont aussi solides. On a une très bonne vidéo de Iril du côté de YouTube, c'est autour de Axelar justement, et ça vous permet de vous faire un avis, de voir un peu plus le pourquoi du comment, puisque sur
sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes disaient c'est une blockchain à Vitsis, il faut surtout pas rentrer, le token va s'éclater la gueule. Pour l'instant, je crois qu'il est autour de 70-80 centimes, je suis pas repassé ce matin, sachant qu'au plus cher, la dernière private sale sur la public sale, si je puis dire, de CoinList, était autour de 1 $. Donc un truc qui, pour les derniers entrants, entre guillemets, passe de 1 $ à 80 centimes au moment du listing, c'est pas si déconnant, je trouve. Après, c'est sûr que on ne sait pas du tout dans quel sens ça peut partir si on retrouve un Bitcoin autour de 10 000 $. Donc peut-être qu'il vaut mieux attendre effectivement à début 2023, avoir peut-être un pivot de marché qui viendra se faire. C'est peut-être pas le bon moment pour commencer à rentrer, mais après, comme d'habitude, c'est le capital à risque. Un projet qui se monte effectivement est forcément plus risqué qu'un projet qui est là depuis 2-3 ans, et ça, il faut bien aussi le comprendre en tant que jeune investisseur qui arrive sur un marché qui là aussi est hautement volatile. Mais je pense que ça fera l'objet d'une émission complète, à la fois pour parler de l'investissement sur le marché crypto, mais aussi les pros et les cons, c'est-à-dire de savoir ce qu'on peut faire, ce qu'il vaut mieux faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est vrai qu'il n'y a qu'avec les quelques années d'expérience au fur et à mesure qu'en faisant les erreurs nous-mêmes, eh bien petit à petit on constate de ce qu'il vaut mieux faire et de ce qu'il ne vaut mieux pas faire. Mais au début ça paraît pas si simple que ça en a l'air, d'autant plus que, comme je le dis souvent sur les réseaux, on lit un peu tout et n'importe quoi. Unfolded qui met en avant qu'un des plus gros fonds de crypto, en tout cas qui investissent dans les cryptos, typiquement un Vitsi, tout simplement voudrait lever 1,25 milliard supplémentaire pour un blockchain fund. Donc globalement, vous voyez qu'en ce moment, on n'a pas des Vitsis qui veulent récupérer leurs billes. Au contraire, ils veulent apporter de la liquidité au marché crypto pour faire émerger ce qui sera le marché des 2-3 prochaines années. Puisque n'oubliez pas que 3 ans en arrière, on n'avait pas Binance Smart Chain qui existait, on n'avait pas Solana qui existait, on n'avait peut-être pas encore Elrond, mais je veux pas dire de bêtises, c'est entre 3 et 4 ans Elrond désormais. Donc voilà, vous me direz dans les commentaires si j'ai dit des bêtises, les Elrond fanboy, sans animosité, hein, j'ai du Elrond et je participe très largement au réseau de Elrond, donc ne m'envoyez pas des tomates. Mais voilà, globalement, c'est vrai qu'on a cette envie qui ressort de cet argent qui est sur le banc de touche dont je vous parlais régulièrement avec ce dollar qui est très fort et qui va tôt ou tard revenir comme un boomerang sur le marché des cryptos, ça ne fait aucun doute. On avait Unusual Whales qui mettait en avant qu'on a effacé 9000 milliards des économies des Américains depuis que effectivement le marché est baissier, puisque le SP500 qui n'a eu de cesse de reculer. Donc ça commence à faire une somme quand on regarde un peu ce qui se passe du côté du marché crypto. On est sous les 1000 milliards actuellement, ce qui fait que l'épargne américaine, en tout cas au niveau on va dire global, puisque je sais pas si on peut nommer ça d'épargne, c'est les placements, ils appellent ça wealth aux États-Unis, c'est je sais pas comment dire, le portefeuille global d'un Américain qui place son argent, ce qu'il possède. Eux ils disent aussi le net worth, et globalement ils ont reculé au global total 2 fois 10 du total du marché crypto aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire qu'on représente encore peanuts aujourd'hui sur le marché crypto. 900 milliards, c'est que dalle. Et on constate au passage aussi qu'il y a eu bien trop d'argent déversé aux États-Unis et ils en ont payé très largement malheureusement les pots cassés. C'est reparti pour le quantitative easing au Royaume-Uni avec Grégory Raymond, la Banque d'Angleterre qui vient d'annoncer qu'elle achèterait autant d'obligations d'État britanniques que nécessaire d'ici au 14 octobre pour stabiliser les marchés financiers. Ça a donné un petit coup de fouet au marché au global, limite les 12 heures qui ont suivi. Et derrière, malheureusement, le marché US n'a pas tenu. Et je me demande finalement si ça n'est pas la porte ouverte un peu à la fuite en avant, puisqu'ils avaient quand même, le Royaume-Uni, eu autour de 10% d'inflation. Et de refaire marcher immédiatement la planche à billets pour essayer de sauver les apparences, voire de sauver leur propre marché. Effectivement, je me demande jusqu'où ça ira sans avoir immédiatement de nouveau à trouver ses propres limites avec une inflation qui là aussi risque d'être à nouveau galopante. Pour autant, est-ce que une fois que les États-Unis vont revenir à quelque chose de plus nominal en ayant été énormément plus agressifs, et maintenant on a un peu la BCE pour l'Europe aussi qui est en train de suivre, une fois qu'on reviendra à quelque chose de 5-6% dans un premier temps, ce qui serait pas mal pour les States, est-ce qu'ils ne se remettraient pas eux aussi? Et avec un nouveau président peut-être qui viendra derrière, il y a aussi toute cette temporalité géopolitique qui vraiment va
faire pencher dans un sens ou dans l'autre cette balance à un horizon de temps d'1 an, 2 ans? Est-ce que justement on va pas avoir les pivots qui vont se réaligner pour les marchés pour nous offrir quelque chose qu'on pourrait qualifier peut-être d'un certain renouveau? Alors je ne suis pas du tout dans la politique aux États-Unis, je ne souhaite pas que tel ou tel président passe ou que sais-je, mais c'est une suggestion, c'est une hypothèse à laquelle j'étais en train de réfléchir ces derniers jours. Donc voilà, je vous en fais part. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça fait sens, si au contraire vous pensez que le prochain président des États-Unis ne changera strictement rien à la situation, mais en tout cas ça pourrait effectivement commencer à marquer un certain changement de ce côté-là. On a le VIX, la volatilité et la peur qui continuent de remonter au niveau des marchés. Phil Flib qui mettait en avant donc un trading view, et j'ai trouvé ça vachement pertinent. Pourquoi? Puisque en gros il reprend les cycles précédents 2014, 2018, le breakdown depuis les 40 000 $, et globalement à chaque fois on a le même décrochage une fois qu'on a eu une grosse consolidation. Décrochage qui nous ramènerait où? Entre la zone des 13 500 et des 11 500 $. Donc globalement c'est un chart qui se tient vraiment absolument quand on compare au passé par rapport à l'amplitude et par rapport à, comme je vous le disais, la fin de ce que nous avait offert 2018 avec un décrochage des 6 000 aux 3 000. Et sachant que là, entre 11 500 et 13 500, inutile de vous dire que ça soit les particuliers, les institutions ou que sais-je, il y a tout le monde qui est d'accord, absolument d'accord en ce moment, en apparence, puisque une fois qu'on y sera, si un jour on y est toutefois à 11 500, je demande à voir ce que diront les particuliers, tout le monde appellera à 3 000 $, vous connaissez la musique, mais globalement, pour quiconque se projette sur une fin d'année un peu dramatique, effectivement, ça ferait sens entre 11 500 et 13 500 en dernier ressort, et j'ai trouvé ce chart donc plutôt parlant quand on compare aux différentes dernières itérations. Suite à l'obtention par le géant Binance, c'est au tour de Crypto.com d'obtenir le précieux sésame français, le PSAN. Donc en plus de ça, ils sont directement reliés désormais et enregistrés au Digital Asset Service Provider, le DASP, auprès de l'AMF et également l'ACPR qui est pour le contrôle prudentiel, je sais plus quoi machin, enfin bref, les acronymes habituels pour tous ces contrôles en France. Donc un agrément en bonne et due forme pour Crypto.com. Dans les commentaires, j'ai vu pas mal de personnes dire encore un compte à clôturer. J'avouerai que je comprends d'un côté pour ceux qui veulent de la décentralisation totale, pas avoir trop de communication entre une plateforme et le fisc, etc. Mais d'un autre côté, on y va pleinement. Même pour la DeFi, petit à petit, ils sont en train d'essayer de faire en sorte que la DeFi, un jour ou l'autre, arrive à connecter une adresse à une identité. Donc, l'un dans l'autre, je peux comprendre qu'il y a le besoin de privacy et ça, on ne le reniera jamais dans la crypto. D'un autre côté, on a la régulation qui va continuer d'avancer telle qu'elle le fait aujourd'hui et à ce moment-là, on ne pourra strictement plus utiliser, si on va dans le sens des utilisateurs qui ont commenté ici en disant c'est bon, je pars, on ne pourra plus utiliser ni Binance, ni Coinbase, ni Kraken, ni Crypto.com, ni Swissborg, ni Bitpanda. Il reste certes la DeFi, il reste de très bons ponts comme Jarvis et Montpellerin en Suisse pour faire du on et du off-ramp. Il n'y a aucun souci de ce côté-là, mais même si c'est génial dans le meilleur des mondes d'avoir Jarvis et Montpellerin, jusqu'où Montpellerin pourra officier sans un jour ou l'autre devoir rendre aussi de son côté un minimum des comptes. Alors, ça serait peut-être bon d'en discuter avec Arnaud Salomon un jour, le CEO, mais globalement, voilà, c'est quelque chose à prendre en considération sans avoir immédiatement des réactions épidermiques comme on peut voir dans les commentaires du côté de Twitter. Je pense qu'on a fait le tour, donc on revient aux dernières informations ici, et donc on passe au niveau de l'analyse technique avec ce dollar qui a topé pour l'instant autour de 114.7.8. On est à 112, c'était un retracement assez majeur sur 48 heures. Moyenne mobile journalière qui est ici en support autour de 110.8. On va regarder en hebdo où nous en sommes avec effectivement une bougie qui pourrait s'apparenter enfin en un top, mais il nous a offert une telle hausse que pour l'instant je me méfie qu'il n'y ait pas une tentative des 120 points sur le DXY à court et moyen terme. La moyenne mobile 20 hebdo ce coup-ci se trouverait autour de 106.8 et ensuite on a le gros support autour de 103. Le BTC, le sideway absolu sur son support 19 500, à savoir que malgré le fait là que le dollar est reculé à peu près de 2,5%, ce qui est quand même assez énorme en termes d'amplitude pour une monnaie, j'ose pas imaginer ceux qui font du forex avec du levier en ce moment, ça doit être Noël tous les jours pour le coup.
Toujours est-il, rappelons-le, pour ceux qui iraient s'aventurer sur ce pan-là, puisque je n'y suis pas du tout personnellement sur le Forex, ni même les leviers, et encore moins pour les cryptos qui sont trop volatiles pour ça, il est bon de le rappeler je pense, globalement voilà, ça représente aussi un risque qui est très important, et je pense que là-bas les market makers ne plaisantent pas sur le Forex, ça doit être très très difficile, ou alors on peut grappiller un tout petit peu chaque jour, il y a des personnes qui sont spécialisées là-dedans, mais c'est quelque chose qui est au moins aussi difficile, je pense, que les crypto-monnaies. Donc le BTC sur support qui tente de se maintenir. On a une cassure de la volatilité, comme vous pouvez le voir. Un coup, on fait plus 5, plus 8. Le lendemain, moins 5, moins 8. On a une certaine nervosité sur le marché. Mais pour autant, on va entamer un nouveau trimestre. Et nouveau trimestre dit nouvel espoir. Je ne perds pas de vue que nous sommes extrêmement dégradés. Mais pour autant, tant qu'on n'est pas parti à la cave, il ne faut pas vendre la peau du boule pour le coup avant de l'avoir tué. Le S1, le futur du SP500 qui est en train de nous offrir une clôture très légèrement positive ce matin. On est divergent entre les deux derniers points bas. On est quasiment venu chercher le support et la moyenne mobile 200 qui se trouve en ce moment, pour rappel, autour de 3580 points pour le SP500. Ether qui yoyote autour de son ancien ATH, 1350, 1400. On est dessous à 1330 aujourd'hui. On a la moyenne mobile 200 en renfort dynamique. Là aussi, il a l'air de vouloir tricoter autour de ça. Pour l'instant, ça reste Bitcoin dépendant, vous vous en doutez bien. On va faire un petit coup d'œil au niveau des dominances pour vérifier que ça ne bouge pas trop de ce côté-là. 41% pour Bitcoin, c'est toujours un peu le statu quo. Le VIX, je reviens pas dessus, mais l'indicateur effectivement de volatilité et de peur est remonté au niveau des États-Unis. Donc c'est quand même un signal que on a une certaine nervosité, une certaine tension sur le marché en ce moment. Ethereum stable en léger positif autour de 18%. Donc c'est un certain statu quo, un certain désintérêt qui est en train de s'installer au niveau du marché crypto en ce moment. J'ai pas de grosses performances qui se sont mises en place, ni de contre-performances d'ailleurs. On voit qu'on a KNC, Kyber Network, IGLD, Elrond qui est dans le vert, Maker à plus 5%, ainsi que Jarvis contre l'Ether et UBT, Unibright, qui eux aussi se focus sur tout ce qui est interface. Donc c'est un projet que j'ai pas en portefeuille. Peut-être que je vais en commencer à en rentrer petit à petit, puisque comme je vous l'ai dit là aussi dans de nombreuses émissions, tout simplement c'est dans des plus gros axes d'amélioration pour la crypto, d'un côté la sécurité, de l'autre l'interface utilisateur. Il faudrait qu'un enfant de 5-6 ans puisse se retrouver sur une page de connexion ou une page pour acheter des cryptos. Bien évidemment, je suis pas en train de dire d'aller faire acheter à un gosse de 5 ans des cryptos, mais globalement voilà, vous voyez un peu la finalité. Il faut autant qu'une personne de 80 ans qui galère avec un ordi qu'un enfant de 5 ou 6 ans qui commence un peu à regarder la téloche ou qui prend parfois le smartphone de ses parents pour voir comment ça fonctionne. Il faudrait que n'importe qui puisse s'y retrouver de façon vraiment simplifiée. Et quelque part, c'est ce pourquoi il y a eu un tel avènement l'an dernier ou peut-être il y a 2 ans maintenant, j'en perds à chaque fois la temporalité de quand les projets se sont montés. Enfin bref, quand il y a eu la BSC, il y a eu cet engouement monstre et notamment des débutants absolus puisque vous arriviez, vous preniez des cakes, les pancakes, vous alliez sur PancakeSwap et derrière on vous rétribuait mais des sommes qui étaient complètement mirobolantes et tout le monde faisait ça en boucle, etc. Et il y a eu littéralement sur la première année quand il y a eu la reprise du bull run, des fortunes qui se sont créées sur la BSC et juste à flip comme ça des cakes et tout ça. Et moi au début je me disais mais qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre? Les mecs ils te parlent du nouveau Shiba, du nouveau Doge, tout le monde était sur le Discord en mode oui, t'as pas vu, il y a les cakes et tout, le machin il est passé de 10 centimes à 5 ou 50 $ ou je sais plus combien il avait tapé, c'était une folie le début de la BSC. Et c'est clair que je ne peux m'empêcher de penser que d'ici le prochain cycle, effectivement, on aura des nouveautés comme ça, que ça soit pour la facilité d'adoption, la facilité d'utilisation et l'interface qui vont permettre, une fois de plus, de propulser très haut et très fort. Pas tout le temps les meilleurs projets, mais des projets qui parleront à monsieur tout le monde. Le BLX 19600 hier en positif de quasi 1%. Là aussi, c'est le statu quo. On entame un nouveau mois demain. Il me tarde véritablement de voir ce que va nous donner ce trimestre de fin 2022 en ayant pour objectif, si jamais ça se passait pas bien, d'avoir peut-être un printemps en fin 2023 où on aurait un pivot un peu plus aligné au niveau de tous ces catalyseurs malheureusement qui ont été vachement négatifs depuis plus d'1 an de temps. Très bonne journée et je vous retrouve pour ma part au maximum lundi, mais probablement au cours du week-end. Ciao, ciao.